Jugée trop gauche pour le mariage de ma sœur, ma mère m'a demandé de ne pas venir. J'ai alors fui à Paris. Le lendemain, au Louvre, je suis resté bouche bée en découvrant sur Instagram ce qui s'est réellement passé. Tu es si gauche que tout le monde se sent mal à l'aise. Ne viens pas. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête alors que j'étais assise en tailleur sur le parquet de mon salon à Lyon, entouré de brochures de voyage. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des motifs chaleureux sur le sol de mon appartement. J'aurais dû être en train de me préparer pour le mariage de ma sœur, mais à la place, je planifiais une escapade à Paris. Je m'appelle Chloé et je venais d'avoir 27 ans la semaine précédente. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais été la déception de la famille, la fille qui n'avait jamais vraiment été à la hauteur de la présence étincelante de ma sœur cadette, Amandine. Pendant qu'elle glissait à travers la vie en collectionnant les réussites et les admirateurs, je trébuchais à travers la mienne avec une anxiété sociale et une tendance à dire la mauvaise chose au mauvais moment. L'appel téléphonique de ma mère était arrivé 3 jours plus tôt, sur ce ton particulier qu'elle me réservait. Un mélange d'exaspération et de gêne. Amandine allait épouser Antoine, un promoteur immobilier dont la famille possédait la moitié des propriétés du front de mer à Marseille. Le mariage serait une affaire somptueuse dans un domaine historique avec 200 invités vêtus de vêtements de marque, sirotant un champagne qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Nous en avons discuté en famille, avait dit ma mère, la voix tendue. Amandine s'inquiète de l'impression que tu vas donner. Tu sais comment tu es dans les événements sociaux, Chloé. Les bégaiements, les silences gênants. La famille d'Antoine est très à cheval sur les apparences. Et cette journée doit être parfaite. J'avais voulu protester, me défendre, souligner que j'étais aussi sa fille. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, comme toujours quand j'essayais de lui tenir tête. À la place, j'ai murmuré, je comprends. Et j'ai mis fin à l'appel avant que les larmes ne commencent. Ma meilleure amie, Zoé, m'avait trouvé en pleurs dans mon bureau à la compagnie d'assurance où nous travaillions toutes les deux comme expertes en sinistre. Elle a écouté toute l'histoire en me frottant le dos en faisant des cercles, son visage devenant de plus en plus indigné à chaque détail. C'est absolument cruel, a-t-elle dit fermement. Tu es sa sœur. Tu devrais être là. Peut-être qu'ils ont raison, ai-je murmuré en essuyant mes yeux. Je suis gauche. Je mets les gens mal à l'aise. Arrête ça tout de suite. Zoé m'a saisi les épaules, me forçant à la regarder dans les yeux. Tu es attentionnée et gentille. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bruyante et t'as pas accent grave l'œil comme Amandine que tu as moins de valeur. Mais les mots de Zoé ne pouvaient pas effacer toute une vie passée à me sentir à l'écart dans ma propre famille. Mon père, un chirurgien réputé, avait toujours été distant, plus intéressé par son handicap de golf que par ses filles. Ma mère, obsédée par le statut et les apparences, avait déversé toute son attention sur Amandine, la fille qui lui faisait honneur. Et Amandine elle-même avait appris très tôt qu'en me mettant de côté, elle attirait davantage les projecteurs. Alors, au lieu de me battre pour ma place à un mariage où je n'étais pas désiré, j'avais fait un autre choix. J'ai réservé un vol pour Paris, partant le matin même du mariage d'Amandine. Je passerai la journée à déambuler dans le Louvre, à manger des croissants aux terrasses des cafés et à prétendre que j'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un de confiant et de libre. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Amandine veut s'assurer que tu ne prévois pas de débarquer sans y être invité. Merci de confirmer. J'ai répondu, je serai à l'étranger. Passez une belle journée. Il n'y a pas eu de réponse, aucune tentative de me convaincre du contraire, aucun changement d'avis de dernière minute, juste le silence, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai acheté mon billet d'avion ce soir-là, en regardant mon compte épargne fondre alors que je cliquais sur le bouton de confirmation. C'était impulsif et cher, mais l'idée d'être à un océan de distance lorsque ma sœur se marierait dans la richesse et le statut me semblait nécessaire pour ma survie. Je ne pouvais pas regarder depuis la touche pendant que ma famille célébrait sans moi, pendant qu'ils souriaient pour des photos qui m'excluraient de leur histoire. Zoé m'a aidé à planifier le voyage, son enthousiasme me remontant progressivement le moral. Nous avons listé les musées, les restaurants et les parcs. Elle a insisté pour que j'achète une nouvelle robe, quelque chose de beau qui me ferait me sentir spécial, même si j'étais seul. Tu mérites d'avoir ta propre célébration, a-t-elle dit pendant que nous faisions les boutiques. Qui se soucie d'un mariage guindé? Tu seras à Paris. La veille de mon vol, j'ai fait ma valise avec soin, pliant la robe bleu marine que Zoé m'avait aidé à choisir,
ajoutant le livre de poche corné d'un roman que je voulais lire depuis longtemps. J'ai inclus un petit journal, pensant que je pourrais peut-être documenter ce voyage, cet acte de me choisir pour une fois. Au moment où je fermais ma valise, mon téléphone s'est allumé avec une notification. C'était une publication Instagram d'Amandine, une photo d'elle et d'Antoine, radieux, avec une légende sur leur mariage imminent et leur amour éternel. Les commentaires étaient inondés d'émojis en forme de cœur et de félicitations. J'ai parcouru les noms de cousins, d'amis de la famille et de parents éloignés qui seraient tous là pour assister à sa journée parfaite. J'ai rapidement fermé l'application, la poitrine serrée par une émotion que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Ce n'était pas exactement de la jalousie, bien qu'il y en ait une trace. C'était plutôt un deuil pour la relation que nous n'avions jamais eue, pour la famille qui ne m'avait jamais vraiment semblé être la mienne. Le matin de mon départ est arrivé avec un ciel clair et un temps inhabituellement chaud. J'ai pris un train tôt pour l'aéroport, ma valise roulant à côté de moi, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Je faisais quelque chose pour moi, quelque chose d'audacieux. Mais alors que je m'installais dans mon siège d'avion, regardant Lyon disparaître sous moi, je ne pouvais pas me défaire d'un étrange pressentiment, comme si je manquais quelque chose d'important que je ne pouvais pas encore voir. Le vol vers Paris a été long, mais paisible. J'ai regardé 3 films que je voulais voir, somnolé par intermittence contre le hublot et essayé de ne pas vérifier l'heure constamment. Quelque part au-dessus de l'océan Atlantique, Amandine remonterait l'allée dans une robe qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Ma mère pleurerait des larmes de joie. Mon père se tiendrait fièrement, sa fille brillante épousant exactement le genre de famille qu'il approuvait. Et moi, j'étais à 10 000 mètres d'altitude, en fuite. Je suis arrivé à Paris au lever du soleil, la ville peinte dans des tons de rose et d'or. Le chauffeur de taxi qui m'a conduite à mon petit hôtel près du quartier latin parlait un anglais approximatif et m'a montré les monuments pendant le trajet. La ville était plus belle que je ne l'avais imaginé, tout en architecture élégante et en boulevard bordé d'arbres. Après m'être enregistré et avoir pris une douche rapide pour me débarrasser de la fatigue du voyage, j'ai enfilé des vêtements confortables et je suis sorti. Le mariage aurait lieu dans environ 6 heures, en milieu d'après-midi, heure de Marseille, début de soirée à Paris. J'avais prévu d'être au cœur du Louvre à ce moment-là, entouré d'art et de touristes, trop distraite pour imaginer ce que je manquais. La matinée s'est écoulée dans un flou agréable. J'ai flâné dans le jardin du Luxembourg, regardant les enfants faire naviguer des bateaux miniatures dans le bassin. Je me suis arrêté dans une boulangerie où la femme derrière le comptoir a souri chaleureusement à mon français terrible et m'a donné un macaron supplémentaire avec mon café. J'ai marché le long de la Seine, prenant des photos de Notre-Dame et des ponts, collectionnant des moments pour prouver que je passais un moment merveilleux. Mais sous ce plaisir de surface, il y avait une douleur creuse. Je n'arrêtais pas de penser à Amandine, me demandant si elle avait remarqué mon absence, si quelqu'un avait demandé où j'étais. Probablement pas. Ma mère avait probablement dit à tout le monde que j'étais malade ou occupé par le travail. C'était plus facile que d'admettre qu'il m'avait désinvité. En grandissant, Amandine et moi avions été différentes dès le départ. Elle était née belle, avec les traits délicats de notre mère et des cheveux épais et brillants. Elle était naturellement charismatique, capable de charmer les adultes et de se faire des amis sans effort. Moi, d'un autre côté, j'avais hérité de la grande taille et des traits quelconques de mon père. J'étais maladroite dans les rassemblements sociaux, plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Notre mère n'avait pas caché son favoritisme. Amandine avait les plus beaux vêtements, la plus grande chambre, le premier choix pour tout. Quand j'essayais de protester, ma mère soupirait et disait « Ne sois pas difficile, Chloé. Tu sais qu'Amandine a plus d'opportunités. Nous sommes juste pratiques. » Les opportunités auxquelles elle faisait référence étaient des auditions de mannequinat, des concours de beauté et des événements sociaux où la beauté d'Amandine pouvait être exposée. On attendait de moi que je me fonde dans le décor, que je sois reconnaissante pour les vêtements de seconde main et le peu d'attention qui restait. Mon père, occupé par son cabinet de chirurgie, remarquait à peine l'inégalité. Une fois, j'ai essayé de lui en parler, il m'a tapoté la tête distraitement et a dit « Vous êtes toutes les deux mes filles. Maintenant, laisse-moi lire mon journal en paix. » La seule personne qui m'ait jamais fait sentir que j'avais de la valeur était ma grand-mère paternelle. Elle avait vécu avec nous pendant mon enfance, et elle voyait comment la dynamique familiale me blessait. Elle m'emmenait pour des sorties spéciales, juste nous deux, et me disait que j'étais intelligente et intéressante. « Ne les laisse pas te rabaisser », m'a-t-elle chuchoté une fois. «
Tu as ta propre lumière, Chloé. Ne laisse personne l'éteindre. Elle est décédée quand j'avais 15 ans, et j'ai eu l'impression de perdre ma seule alliée. Après cela, je me suis encore plus renfermé sur moi-même, comptant les jours jusqu'à ce que je puisse quitter la maison pour l'université. Quand je l'ai finalement fait, emménageant dans une résidence universitaire à 3 heures de route, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer pour la première fois. Mais même la distance n'a pas effacé les schémas. Amandine recevait toujours les louanges, l'attention, l'amour. Moi, j'avais droit à l'obligation et à la déception. Les dîners de famille sont devenus des exercices d'invisibilité où tout le monde célébrait la dernière réussite d'Amandine. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, ma mère a passé le dîner à parler du nouveau petit ami d'Amandine. Quand j'ai obtenu mon poste à la compagnie d'assurance, mon père m'a demandé quand j'avais l'intention de faire quelque chose de plus impressionnant. Antoine était entré dans la vie d'Amandine il y a 8 mois. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité, bien sûr, où elle faisait du bénévolat pour bien paraître, et lui du réseautage. Ma mère avait été ravie, un homme riche d'une famille éminente, exactement ce pourquoi elle avait préparé Amandine. Je n'avais rencontré Antoine qu'une seule fois, lors d'un dîner de famille auquel ma mère avait insisté pour que j'assiste. Il était beau d'une manière générique, avec un charme étudié et une poignée de main ferme. Il m'a à peine remarqué, concentrant toute son attention sur Amandine et mes parents. À un moment donné, j'ai essayé de me joindre à la conversation, et il m'a regardé avec confusion, comme s'il avait oublié mon existence. Amandine rayonnait à ses côtés, se délectant de l'admiration. Quand je suis parti tôt, prétextant un mal de tête, personne n'a essayé de me retenir. Les fiançailles avaient eu lieu rapidement, suivies par la planification du mariage qui a complètement consumé ma mère. Chaque appel téléphonique concernait les fleurs, les lieux de réception et les listes d'invités. Quand j'ai demandé si je pouvais aider, ma mère a dit « Nous gérons ». Tu ne ferais probablement que stresser Amandine. Et maintenant, j'étais à Paris parce que même ma présence au mariage était considérée comme un handicap. En début d'après-midi, heure de Paris, je me suis rendu au Louvre. Le musée était bondé de touristes, nous nous déplacions tous en traînant les pieds dans les grandes salles, tendant le cou pour voir les célèbres peintures. Je me suis tenu devant la Joconde, entouré de dizaines d'autres personnes prenant des selfies, et je me suis senti incroyablement seul. J'ai sorti mon téléphone, dans l'intention de me distraire avec quelque chose de futile. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert Instagram, curieuse malgré moi de savoir ce que je manquais. Et c'est à ce moment-là que mon monde entier a basculé. La première publication que j'ai vue était de ma cousine Jennifer, postée 20 minutes plus tôt. C'était une vidéo, tremblante et manifestement filmée à la hâte avec un téléphone. La légende disait, OMG, vous n'allez jamais croire ce qui vient de se passer au mariage d'Amandine. Mon estomac s'est noué en cliquant dessus. La vidéo montrait la réception du mariage. L'élégante salle de bal remplie de tables rondes drapées de nappes ivoires. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, et je pouvais voir les centres de tables floraux élaborés que ma mère avait mis des mois à choisir. En arrière-plan, je pouvais entendre le brouhaha de voix confuses et excitées. Puis la caméra s'est concentrée sur le centre de la pièce où ma mère se tenait face à Antoine. Son visage était rouge, et même à travers le petit écran du téléphone, je pouvais voir qu'elle était en colère. Le visage d'Antoine était déformé par la colère, sa posture agressive. Amandine se tenait sur le côté, sa robe blanche éclatante contrastant avec le chaos, ses mains couvrant sa bouche d'horreur. J'ai augmenté le volume, pressant le téléphone contre mon oreille pour entendre par-dessus le bruit du musée autour de moi. Vous pensez pouvoir me dicter quoi faire? La voix d'Antoine était tranchante, cinglante. Vous n'êtes personne. Toute votre famille n'est personne. Comment osez-vous me parler sur ce ton, a répliqué ma mère, sa voix stridente. Après tout ce que nous avons fait pour vous accueillir dans cette famille. M'accueillir? Antoine a ri, d'un rire dur et moqueur. Vous me léchez les bottes depuis le premier jour parce que vous savez qu'Amandine a de la chance que je l'ai même regardée. Elle est jolie, je vous l'accorde. Mais c'est tout ce qu'elle a. Et vous qui vous pavanez ici comme si vous étiez quelqu'un d'important parce que vous avez réussi à épouser un médecin et à élever une fille qui sait sourire sur commande. La foule dans la vidéo était devenue silencieuse, tous les yeux rivés sur la confrontation. Je pouvais voir des invités sortir leur téléphone, enregistrant sous plusieurs angles. Le visage de ma mère avait pâli. Vous devez vous excuser immédiatement. C'est le jour du mariage de ma fille.
Votre fille? Antoine s'est approché, sa voix suintant le mépris. Votre fille est une gamine superficielle et gâtée qui a été élevée en pensant que sa beauté suffisait. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose sur votre famille parfaite. Antoine, s'il te plaît. La voix d'Amandine est intervenue, désespérée et faible. La ferme, Amandine, a-t-il lancé sans même la regarder. J'en ai fini de faire semblant. Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti. Ma mère a tendu la main, peut-être pour saisir le bras d'Antoine, peut-être juste pour faire un geste. Il a reculé brusquement et puis j'ai littéralement eu un hoquet de stupeur au milieu du Louvre, attirant les regards des touristes voisins, il lui a craché en plein visage. Le son du choc a parcouru les invités du mariage dans la vidéo. Ma mère est restée figée, un filet de salive coulant sur sa joue, son expression d'une incrédulité absolue. Amandine a poussé un cri qui était à moitié un hurlement, à moitié un sanglot. Vous êtes tous pathétiques, a dit Antoine, sa voix claire dans le silence stupéfait. Et ce mariage est terminé. Il s'est retourné et est sorti du cadre. La vidéo s'est terminée avec ma mère toujours immobile, des invités se précipitant vers elle avec des serviettes, mon père apparaissant de quelque part, le visage violet de rage. J'ai regardé l'écran de mon téléphone, incapable de traiter ce que je venais de voir. Mes mains tremblaient. Les gens me bousculaient en passant, mais je le remarquais à peine. J'ai cliqué sur les commentaires, qui s'étaient déjà multipliés. C'est dingue. Il vient vraiment de cracher sur la mère de la mariée? C'est qui ce type, sérieusement? La mère a l'air tellement choquée. C'est horrible. Le mariage de l'année pour toutes les mauvaises raisons. Je suis revenu en arrière et j'ai cherché le compte d'Amandine. Elle n'avait rien posté de nouveau, mais des dizaines de personnes l'avaient identifié dans la vidéo, qui se propageait rapidement. J'en ai trouvé 3 autres versions sous différents angles, chacune montrant le même moment horrible. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était Zoé. Chloé, tu vois ça, a-t-elle dit dès que j'ai répondu. C'est partout. Quelqu'un avec qui j'étais au lycée vient de le partager, et elle ne connaît même pas ta famille. Je viens de le voir, ai-je dit, ma voix étrange à mes propres oreilles. Zoé. Il a craché sur ma mère devant tout le monde. C'est déjà en train de devenir viral. Il y a des mèmes qui commencent à apparaître. Ça va être énorme. Je me sentais étourdi. J'ai trouvé un banc le long du mur du musée et je me suis assise lourdement, serrant toujours mon téléphone. Je devrais les appeler. Je devrais. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Que peux-tu faire? Tu es à Paris. Elle avait raison. Et pourtant, je me sentais coupable d'être loin, même si j'avais été poussé à partir. Je me sentais coupable pour la petite étincelle de justification dans ma poitrine. La petite voix qui disait, ils voulaient un mariage parfait sans moi. Et regardez ce qu'ils ont eu à la place. Pendant que j'étais assise là, d'autres notifications ont afflué. La vidéo était partagée sur toutes les plateformes. Les sites d'actualité commençaient à s'en emparer. En moins d'une heure, il y avait un hashtag tendance, crachat mariage. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon père. J'ai fixé son nom sur l'écran, mon doigt planant au-dessus du bouton de réponse. Il ne m'avait jamais appelé juste pour parler, seulement quand ma mère l'y obligeait ou quand il avait besoin de quelque chose. Que pouvais-je bien lui dire maintenant? J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Puis ma mère a appelé, puis Amandine, puis ma mère à nouveau. J'ai regardé chaque appel rester sans réponse, ayant l'impression d'assister à l'effondrement de mon ancienne vie depuis une distance de sécurité. Autour de moi, les touristes continuaient leur visite du musée, inconscients de ma crise. Une famille prenait des photos près de moi, les enfants riant. Un couple se disputait en français pour savoir quelle galerie visiter ensuite. La vie continuait, indifférente. J'ai regardé à nouveau mon téléphone, l'image figée du visage de ma mère avec la salive glissant sur sa joue, l'expression de pur mépris d'Antoine, les yeux horrifiés d'Amandine, et j'ai pensé, tout est sur le point de changer. J'ai finalement répondu à l'appel de ma mère à sa 5e tentative. À ce moment-là, j'avais quitté le Louvre et j'étais assise dans un petit café près de mon hôtel, sirotant un café qui avait refroidi pendant que je regardais mon téléphone s'allumer à plusieurs reprises. Chloé. Sa voix était rauque, dépouillée de sa supériorité habituelle.
Où es-tu? Je t'ai dit que j'étais à Paris. Tu dois rentrer à la maison tout de suite. J'ai remué lentement mon café, regardant la cuillère créer de petits tourbillons. Pourquoi ferais-je ça? Ne sois pas difficile. La familiarité de son ton est revenue. Ta sœur a besoin de toi. Cette famille a besoin de toi. C'est drôle comme ça marche, ai-je dit doucement. La famille qui ne voulait pas de moi au mariage a soudainement besoin de moi quand tout s'effondre. Ce n'est pas le moment pour ton apitoiement. Sais-tu à quoi nous sommes confrontés? Cette vidéo a été vue des millions de fois. Des millions. Chloé, le cabinet de ton père reçoit des appels. Amandine est hystérique. Nous sommes harcelés en ligne. Et où es-tu? Cachée en France comme une lâche. Quelque chose a cédé en moi. Une lâche? C'est toi qui m'as dit de ne pas venir. Tu as dit que j'étais trop gauche, trop embarrassante. Tu as dit que je gâcherais la journée parfaite d'Amandine. Je n'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Il y a 3 jours. Tu as dit que tout le monde serait mal à l'aise si j'assistais. Il y a eu une pause. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé pour la douceur manipulatrice qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Chloé, ma chérie, je pense que tu as mal compris. Je m'inquiétais juste que tu te sentes dépassée par un si grand événement. Tu sais à quel point tu es anxieuse. Arrête de me manipuler. Je sais exactement ce que tu as dit. Eh bien, indépendamment des conversations passées, nous avons besoin de toi maintenant. Amandine est dévastée. Elle s'est enfermée dans son ancienne chambre et ne veut pas sortir. Ton père tient à peine le coup. Et moi, sa voix s'est brisée de manière convaincante. Je suis humilié. Cet homme m'a craché dessus devant toutes mes connaissances. Mes amis, notre famille, nos associés. Tout le monde a vu. J'aurais dû ressentir de la sympathie. C'était ma mère, blessée et publiquement humiliée. Mais tout ce que je ressentais était une étrange torpeur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce sujet? Rentre à la maison. Parle à Amandine. Aide-nous à trouver comment gérer ce cauchemar médiatique. Montre au monde que nous sommes une famille unie. Une famille unie, ai-je répété lentement. La famille qui m'exclut jusqu'à ce qu'elle ait besoin de limiter les dégâts. Chloé, s'il te plaît. Je t'en supplie. Elle ne m'avait jamais supplié pour quoi que ce soit de ma vie. Le son de sa voix aurait dû m'émouvoir, mais au lieu de cela, il semblait creux, théâtral. Elle ne voulait pas de moi. Elle voulait une solution à son problème. J'y réfléchirai, ai-je dit. Je dois y aller. Chloé, attends. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué tous leurs numéros. Puis j'ai commandé un verre de vin même s'il était à peine 15 heures. Le serveur me l'a apporté avec un sourire compatissant, comme s'il pouvait sentir ma détresse. Pendant l'heure suivante, j'ai parcouru la couverture de ce qui était appelé le scandale du crachat au mariage. Les médias s'en étaient emparés. Les sites de divertissement disséquaient chaque instant. Les gens analysaient les mots d'Antoine, la réaction de ma mère, l'horreur d'Amandine. Certains commentaires étaient sympathiques à ma famille. D'autres étaient brutaux. La mère a l'air si arrogante. Elle l'a probablement mérité. Problème de riche, lol. Pauvre marié, quand même. Imagine que ton mariage devienne un mème. Le marié est clairement instable, mais cette famille a l'air toxique aussi. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un site de potins avait fait des recherches sur le passé d'Antoine. Selon leur enquête, il avait un historique de comportement instable. Une ex-petite amie avait déposé une injonction d'éloignement contre lui il y a 2 ans, affirmant qu'il l'avait menacé. Il avait été licencié de sa précédente agence immobilière pour comportement agressif envers des collègues. La richesse de sa famille avait apparemment aidé à étouffer ces incidents. Ma mère avait été tellement éblouie par son argent et son statut qu'elle n'avait jamais pris la peine de vérifier qui Amandine épousait réellement. Ou peut-être qu'elle le savait et s'en fichait tant qu'Amandine épousait un homme riche. J'ai pris une capture d'écran de l'article et je l'ai fixé. Cette information changeait les choses. Ma sœur, malgré ses priorités superficielles et sa complicité dans mon exclusion, était liée à un homme qui pouvait être dangereux. Mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Chloé. C'était Amandine,
la voix étranglée par les larmes. Elle avait dû emprunter le téléphone de quelqu'un. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'ai rien dit. Je sais que tu me détestes, a-t-elle continué, les mots sortant en un flot rapide. Je sais que nous t'avons terriblement traité. Je sais que j'aurais dû te défendre pour le mariage, mais s'il te plaît, rentre à la maison. Je ne sais pas quoi faire. Antoine m'a envoyé un texto pour me dire qu'il revenait ce soir et que nous devions parler, et j'ai peur, Chloé. J'ai vraiment peur. Alors ne le vois pas. Reste chez papa et maman. Tu ne comprends pas. Il a une clé de mon appartement. Il sait où tout se trouve. Il n'arrête pas d'appeler et d'envoyer des textos. Et les choses qu'il dit, sa voix s'est brisée. Je pensais le connaître. Il était toujours si charmant, si parfait. Mais ce qu'il a dit au mariage, la façon dont il nous a tous regardés comme si nous n'étions rien. Étais-tu au courant de son passé, de l'injonction d'éloignement, du travail qu'il a perdu? Silence. Puis, de quoi parles-tu? Je lui ai envoyé l'article. J'ai entendu sa brusque inspiration alors qu'elle le lisait. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Oh mon Dieu, Chloé, je n'en avais aucune idée. Maman et papa se sont occupés de toutes les vérifications. Ils disaient qu'il était parfait. Ils disaient que sa famille était. Ils ont vu l'argent et le statut et ont arrêté de chercher. Amandine pleurait plus fort maintenant. J'ai besoin de toi. S'il te plaît. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je suis ta sœur. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. J'ai fermé les yeux, luttant avec des émotions contradictoires. Une partie de moi voulait lui dire de se débrouiller seule, de lui faire expérimenter ce que c'était d'être abandonné par sa famille. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de nos enfants avant que tout ne se complique, ne pouvait ignorer sa peur. Je vais voir ce que je peux faire, ai-je dit finalement. Mais Amandine, je ne reviens pas pour jouer à la famille heureuse et prétendre que tout va bien. Si je reviens, les choses vont être différentes. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, aide-moi. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps à regarder la vie parisienne s'écouler devant ma table de café. Des couples se tenant la main, des touristes étudiant des cartes, des habitants se dépêchant de rentrer du travail. La vie normale continuait, inconsciente, pendant que mon monde se réorganisait. J'ai consulté les informations de vol sur mon téléphone. Il y avait un vol partant le lendemain matin qui me ramènerait à Lyon en soirée. Changer mon billet coûtait cher, mais j'avais ma carte de crédit. En le réservant, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je rentrais, mais pas en tant que la fille embarrassée essayant de se faire plus petite. Je rentrais avec des informations, avec un moyen de pression, avec une vision plus claire de qui était exactement ma famille. Et peut-être, juste peut-être, je rentrais pour enfin me défendre. Le vol de retour était différent du vol vers Paris. Je ne fuyais pas cette fois. Je courais vers quelque chose, bien que je ne sois pas entièrement sûr de quoi. J'ai passé la majeure partie du voyage à faire des recherches, mon ordinateur portable ouvert sur plusieurs onglets concernant Antoine, sa famille et les divers articles de presse issus de la vidéo du mariage. Ce que j'ai découvert brossait un tableau inquiétant. La richesse de la famille d'Antoine venait de son grand-père, qui avait bâti un empire immobilier dans les années 1970. Mais Antoine lui-même était le plus jeune fils, souvent négligé au profit de ses frères aînés plus accomplis. Son poste dans l'entreprise familiale était largement honorifique, un titre sans réel pouvoir. Il avait navigué entre divers rôles, quittant chacun dans des circonstances troubles. L'injonction d'éloignement de son ex-petite amie incluait des détails qui m'ont retourné l'estomac. Elle le décrivait comme charmant au début, puis de plus en plus contrôlant et agressif. Il entrait dans des colères folles pour des problèmes mineurs, puis s'excusait de manière extravagante avec des cadeaux coûteux. L'incident final qui a mené à l'injonction d'éloignement l'impliquait se présentant à son lieu de travail et provoquant une scène quand elle a essayé de rompre. J'ai trouvé son profil sur les réseaux sociaux. Elle avait supprimé la plupart de ses anciennes publications, mais il y en avait une datant d'1 an. 1 an libéré de la toxicité. Si vous êtes dans une relation où vous avez peur, sachez que vous méritez mieux. Partir a été la chose la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais faite. J'ai pris d'autres captures d'écran, constituant un dossier d'information. Si Antoine était aussi instable qu'il le paraissait,
ma famille allait avoir besoin de plus que de limiter les dégâts. Elle allait avoir besoin de protection. Quand j'ai atterri à Lyon, il pleuvait, le genre de bruine persistante qui caractérise les automnes de la région. J'ai pris un VTC directement chez mes parents, une grande maison de style colonial dans une banlieue chic où chaque pelouse était manucurée et chaque voiture était chère. Ma mère a ouvert la porte, l'air hagard. Ses cheveux habituellement parfaits étaient attachés en désordre et elle ne portait pas de maquillage. Pour la première fois de ma vie, elle avait l'air vieille. « Tu es venue ?» a-t-elle dit, et il y avait peut-être un soulagement sincère dans sa voix. « Où est Amandine ?» En haut. Elle n'a pas quitté sa chambre depuis hier. Ton père est au bureau en train d'essayer de gérer les retombées. Son cabinet a été inondé d'appels de journalistes. Je suis passé devant elle sans attendre d'invitation. La maison était la même que toujours. Décorée avec goût, impeccable, froide. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre d'enfance d'Amandine, la plus grande pièce du 2e étage, celle avec la meilleure vue. J'ai frappé. Amandine, c'est Chloé. La porte s'est ouverte immédiatement. Ma sœur avait une mine affreuse. Ses yeux étaient gonflés de larmes. Ses cheveux emmêlés. Elle portait un pantalon de jogging et un vieux t-shirt. Pas de maquillage, pas de bijoux. Je ne l'avais jamais vue aussi défaite. « Tu es vraiment là ?» a-t-elle dit. Et puis elle m'a serré dans ses bras. Je suis resté raide au début, ne rendant pas l'étreinte, mais ses épaules tremblaient. Et elle sanglotait sur mon épaule. Et malgré tout, elle était toujours ma sœur. Mes bras se sont levés lentement, maladroitement, et lui ont tapoté le dos. « Entre » a-t-elle dit, se reculant et essuyant ses yeux. J'ai besoin de tout te raconter. Nous nous sommes assis sur son lit, le même lit sur lequel elle se prélassait des années auparavant en parlant au téléphone avec des amis, m'ignorant quand j'essayais de me joindre à elle. L'ironie ne m'a pas échappé. Antoine n'arrête pas de m'envoyer des textos, a-t-elle commencé, me montrant son téléphone. Les messages étaient un mélange inquiétant de rage et de manipulation. Certains la traitaient de nulle et de stupide. D'autres s'excusaient abondamment et suppliaient pour une autre chance. Certains étaient menaçants de manière vague et troublante. Je passe ce soir, que ça te plaise ou non. Nous devons parler face à face. Tu ne fais qu'empirer les choses en m'ignorant. Je sais où tu es. Je t'aime tellement, bébé. J'étais juste stressé. Ta mère m'a provoqué. Donne-moi une chance de m'expliquer. Tu vas regretter de me traiter de cette façon. J'ai eu froid en les lisant. As-tu répondu à l'un d'eux? Je lui ai dit de me laisser tranquille. Ça l'a rendu plus furieux. Tu dois aller à la police. Obtenir une injonction d'éloignement. Avec quelle preuve? Il ne m'a pas vraiment menacé directement. Et sa famille, Chloé. Sa famille est puissante. Ils ont des avocats, des relations. Maman et papa ont peur qu'ils nous poursuivent en justice pour diffamation ou quelque chose du genre. Diffamation? C'est lui qui a craché sur maman devant 200 témoins. Je sais, mais sa famille prétend qu'il a été provoqué. Que maman a dit quelque chose d'offensant d'abord. Ils essaient de faire passer ça pour lui comme la victime de notre arrivisme social. J'ai ri amèrement. C'est la meilleure. Maman fait de l'arrivisme social depuis le jour où elle a épousé papa. Amandine m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue de sa part auparavant. Une reconnaissance honnête. Je sais. Je l'ai toujours su. Mais je pensais que c'était comme ça que la vie fonctionnait. Tu épouses quelqu'un de réussi, tu présentes la bonne image, et tout s'arrange. C'est ce que maman m'a appris. Et regarde où ça t'a mené. Elle a tressailli mais n'a pas argumenté. J'ai vu les articles que tu as envoyés sur son ex-petite amie. L'injonction d'éloignement. Je n'arrive pas à croire que je ne savais pas. Je n'arrive pas à croire que maman et papa n'ont pas vérifié. Ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. L'argent, le statut, le bon nom de famille. Ils étaient tellement excités de te marier à quelqu'un d'impressionnant qu'ils n'ont pas pris la peine de regarder plus en profondeur. Tout comme ils étaient tellement excités de m'avoir comme la jolie fille populaire qu'ils se fichaient de tout le reste, a dit Amandine en se tordant les mains. Je sais que j'ai été horrible avec toi, Chloé. Je sais que j'ai suivi maman quand elle te traitait comme si tu n'avais pas d'importance. C'était plus facile d'être la favorite que de défendre ce qui était juste.
Oui, c'était plus facile, ai-je convenu. Et maintenant, tu paies le prix pour avoir construit ta vie sur des fondations superficielles. Je sais. Elle m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout. Pour chaque fois que j'ai eu la plus grande chambre, les plus beaux vêtements, l'attention. Pour chaque fois que j'ai laissé maman t'exclure ou te rabaisser. Pour le mariage. Mon Dieu, Chloé, je n'aurais jamais dû accepter que tu ne sois pas là. Tu es ma sœur. Je voulais dire je te pardonne. Je voulais la serrer dans mes bras et lui dire que nous allions arranger ça ensemble, mais des années de blessures ne s'évaporent pas avec une seule excuse, aussi sincère soit-elle. Je ne suis pas là pour t'absoudre, ai-je dit doucement. Je suis là parce que tu as peur et que tu as demandé de l'aide. Mais Amandine, quand tout ça sera terminé, nous devrons avoir des conversations sérieuses sur notre famille et sur la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Je sais. Je le veux. Je veux être meilleur. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu des cris en bas. Des voix d'hommes, l'une d'elles effroyablement familière de la vidéo du mariage. Antoine était arrivé. Amandine a saisi mon bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement. Il n'est pas censé être ici. Comment est-il entré? Nous nous sommes glissés en haut des escaliers et avons regardé en bas. Antoine se tenait dans le hall d'entrée face à ma mère. Mon père était apparemment juste rentré et se tenait entre eux, le visage rouge de colère. « Sors de ma maison », disait mon père, sa voix tendue et contrôlée de cette manière de chirurgien qu'il avait quand il était furieux mais essayait de ne pas le montrer. « Je dois voir Amandine », a dit Antoine. Il était débraillé, son costume chair froissé, ses cheveux en désordre. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Elle ne répond pas à mes appels. Je dois m'expliquer. Vous avez craché sur ma femme au mariage de ma fille. Vous avez humilié toute notre famille. Vous avez exactement 10 secondes pour partir avant que j'appelle la police. Antoine a ri, et le son m'a donné la chair de poule. La police? Et leur dire quoi? Que j'ai eu un désaccord avec ma belle-mère? Que je me suis énervé à mon propre mariage? Vous l'avez agressée. C'est comme ça qu'elle l'appelle? Intéressant. Puisque c'est elle qui m'a attrapé la première. Je me défendais. C'est un mensonge, a crié ma mère. Je ne t'ai jamais touché. Tu es dégoûtant. Faites attention, a dit Antoine, sa voix devenant dangereuse. Vous feriez mieux de surveiller ce que vous dites. Ma famille a de très bons avocats. Nous pourrions vous rendre la vie très difficile, à vous tous. J'ai senti Amandine trembler à côté de moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer, l'orientant pour capturer la scène en bas. Quoi qu'il se passe ensuite, nous allions avoir des preuves. Vous nous menacez, a demandé mon père. Je constate des faits. Vous m'avez tous calomnié en ligne, en partageant cette vidéo, en me faisant passer pour un monstre. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est ce qui a mené à ce moment. Ce que votre femme a dit sur ma famille, comment elle a insulté ma mère, suggérait que nous n'étions pas assez bien pour la précieuse Amandine. Je n'ai jamais à commencer ma mère. Absolument que si. Vous avez passé des mois à faire des petites remarques sur le fait que nous devrions être reconnaissants d'être liés à votre famille. Comment votre mari, le chirurgien, et votre belle-fille étaient de tels trophées. Vous m'avez traité comme un employé à mon propre mariage. Ce n'est pas vrai, a dit mon père. Mais il y avait moins de certitude dans sa voix. Vraiment? Mais voici le truc. Rien de tout ça n'a d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est qu'Amandine et moi sommes mariés, légalement mariés, et je veux voir ma femme. Le mariage n'est pas valide, a dit rapidement ma mère. Vous êtes parti avant la fin de la cérémonie, avant de signer les papiers. Antoine a souri, et ce n'était pas une expression agréable. En fait, nous avons signé l'acte de mariage ce matin-là à la mairie. Une petite police d'assurance, si vous voulez. Donc oui, Amandine est légalement ma femme et j'ai tout à fait le droit de la voir. Les mots ont frappé comme un coup physique. J'ai vu les visages de mes parents se décomposer sous le choc. À côté de moi, Amandine a émis un petit son blessé. Il a dit que nous le ferions au mariage, m'a-t-elle chuchoté. Il a dit que le faire à la mairie d'abord n'était qu'une formalité administrative. Que le vrai mariage était la cérémonie. J'ai trouvé ça romantique, spontané.
Je ne l'ai dit à personne parce qu'il a dit que ça devait être notre secret. Mon esprit a parcouru les implications. S'ils étaient légalement mariés, tout devenait plus compliqué. Le divorce prendrait du temps. Antoine pourrait réclamer des droits sur tout ce qu'Amandine possédait. Et en attendant, ils pourraient rendre leur vie à tous misérable. Sauf si. Une idée se formait, risquée et peut-être brillante. Mais j'avais d'abord besoin de plus d'informations. J'ai passé mon téléphone à Amandine, toujours en train d'enregistrer, et j'ai chuchoté, continue de filmer. Ne le laisse pas te voir. Puis je suis descendu. Qui diable êtes-vous? A demandé Antoine en me voyant. Je suis Chloé, l'autre fille, celle qui n'était pas assez importante pour être invitée au mariage. Mes parents m'ont regardé comme si j'étais apparu de nulle part. Ma mère avait l'air terrifiée, mon père confus. Chloé, remonte, a dit mon père. Non, je veux entendre ce qu'Antoine a à dire. Je me suis tourné vers lui, gardant ma voix calme et posée. Tu as raison, ma mère peut être difficile. Elle se soucie absolument trop du statut et des apparences, mais lui cracher dessus, c'était un sacré choix. Elle m'a poussé à bout en disant quoi exactement? Qu'a-t-elle dit qui justifiait cette réaction? Elle. Il a hésité, et j'ai vu le mensonge se former. Elle a insulté ma mère. Ta mère qui n'était pas au mariage. Autre hésitation. Elle a insulté ma famille. Peux-tu être précis? Parce qu'il y a une douzaine de vidéos de cet incident sous différents angles et dans toutes, l'audio est assez clair. Elle a dit, après tout ce que nous avons fait pour vous accueillir dans cette famille. C'est ça qui t'a fait craquer? Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant que les caméras ne commencent à tourner. Tu as raison. Je n'étais pas là parce que ma mère m'a dit de ne pas venir parce que je suis gauche et embarrassante et que je mettrais tout le monde mal à l'aise. J'ai laissé cela en suspens dans l'air. Mais voici ce que je sais. Je connais Jessica, ton ex-petite amie, l'injonction d'éloignement. Le visage d'Antoine est devenu très impassible. Je connais le travail que tu as perdu chez Davison Immobilier pour avoir menacé un collègue. Je connais l'accusation de conduite en état d'ivresse que les avocats de ta famille ont fait disparaître. Je sais que tu es la déception de ta famille, le fils qui ne peut pas être à la hauteur de ses frères, à qui on a donné un poste fictif pour t'occuper et t'éviter les ennuis. Tu ne sais rien du tout, a-t-il dit. Mais sa voix avait perdu de sa confiance. Je sais que tu voyais Amandine comme un trophée, une belle femme naïve d'une famille désespérée de la marier à l'argent. Je sais que tu l'as inondée d'amour au début, que tu l'as isolée de ses amis et que tu l'as rendue dépendante de ton approbation. Des tactiques classiques d'agresseur. J'aime Amandine. Tu aimes la contrôler. Il y a une différence. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises de ses textos à Amandine. Ça ne ressemble pas à de l'amour. Ça ressemble à de l'obsession et de la rage. Il s'est jeté vers moi et mon père s'est immédiatement interposé. Ne la touche pas. Écarte-toi de mon chemin. Non, tu pars maintenant. Antoine a regardé autour de nous tous, son visage tordu de fureur et de quelque chose d'autre. La panique. Il perdait le contrôle de la situation, et il le savait. Amandine, a-t-il crié vers les escaliers. Amandine, descends. On s'en va. Elle ne va nulle part avec toi, ai-je dit calmement. En fait, elle va demander l'annulation du mariage pour fraude. Tu as menti sur ton passé. Tu l'as manipulé pour un mariage à la mairie sans divulgation appropriée. N'importe quel juge l'accordera. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous le pouvons et nous le ferons. Et si tu t'approches d'elle à nouveau, si tu lui envoies un texto, l'appelles ou te présentes où qu'elle soit, nous demanderons une injonction d'éloignement. Et contrairement à quand Jessica l'a fait, cette fois-ci, ce sera très public. Les mêmes médias qui ont couvert le désastre de ton mariage se jetteront sur l'histoire du marié violent. Les mains d'Antoine se sont serrées en poing. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment frapper quelqu'un, mais il a semblé se dégonfler, voyant qu'il avait perdu cette manche. Ce n'est pas fini, a-t-il dit, sa voix basse et menaçante. Ma famille vous détruira tous. Ta famille est probablement ravie de se débarrasser de toi, ai-je répondu. Maintenant, par avant que j'appelle moi-même la police. Il est sorti en trombe, claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Nous sommes tous restés figés un instant après,
le silence presque pire que les cris. Puis Amandine est apparue en haut des escaliers, tenant toujours mon téléphone, enregistrant toujours. J'ai tout eu, a-t-elle dit, sa voix tremblante mais déterminée. Chaque mot. Et juste comme ça, nous avions nos preuves. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé du salon de mes parents, la lumière du soleil entrant par les grandes fenêtres. J'avais mal au dos à cause de la position inconfortable, mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Amandine dormait encore à l'étage, épuisée par la tourmente émotionnelle de la veille. Mes parents étaient dans la cuisine, leur voix basse et tendue. Je me suis assise et j'ai vérifié mon téléphone. La vidéo du mariage avait maintenant été vue plus de 15 millions de fois. Le nom d'Antoine était en tendance sur les réseaux sociaux. Plus important encore, 3 autres femmes avaient témoigné avec leurs propres histoires sur lui. Elles avaient vu la couverture médiatique et avaient décidé de parler de leurs expériences avec son comportement contrôlant et agressif. J'ai tout capturé et l'ai envoyé à l'avocate que j'avais recherchée dans l'avion, une femme nommée Patricia, spécialisée dans les cas de contrôle coercitif et de violence domestique. Elle avait déjà répondu à mon premier email, acceptant de prendre le cas d'Amandine. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, tenant une tasse de café. Tu es réveillé. À peine. Je me suis levé et je me suis étiré. Nous devons parler, nous tous. Elle a hoché la tête et a appelé Amandine et mon père. 20 minutes plus tard, nous étions tous assis autour de la table de la salle à manger où j'avais pris d'innombrables dîners silencieux en grandissant, où j'avais été ignoré, négligé et rabaissé. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, prenant le contrôle avant que quiconque puisse parler. Amandine va rencontrer Patricia, l'avocate que j'ai trouvée, cet après-midi. Nous demandons l'annulation pour fraude et coercition. Nous avons la vidéo d'hier soir. Nous avons ses textos, et nous avons les déclarations de son ex-petite amie et des autres femmes qui se sont manifestées. Et si sa famille riposte, a demandé mon père. Qu'ils essaient. Avec autant d'attention publique, toute action en justice qu'ils entreprendront sera scrutée à la loupe. Ils sont plus susceptibles de vouloir que cela disparaisse discrètement que de le faire traîner en justice. Et les médias, a demandé ma mère. Comment gérons-nous ça? Nous ne nous cachons pas. Nous disons la vérité. J'ai regardé Amandine. Tu vas donner une interview, soigneusement contrôlée, avec une journaliste de bonne réputation. Tu vas raconter ton histoire sur la façon dont tu as été manipulée et trompée. Tu seras la mariée sympathique qui a découvert que son fiancé n'était pas celui qu'il prétendait être. Je ne sais pas si je peux faire ça, a dit doucement Amandine. Tu peux, et tu le feras, parce qu'en ce moment, tu n'es qu'une blague dans une vidéo virale. Mais si tu prends le contrôle de ton récit, tu deviens une survivante, quelqu'un à qui d'autres femmes peuvent s'identifier. Ma mère m'étudiait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose comme du respect. Quand es-tu devenue si compétente? Je l'ai toujours été. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de le remarquer. Les mots sont restés en suspens. Mon père avait l'air mal à l'aise. Amandine fixait ses mains. Le visage de ma mère a rougi, mais pour une fois, elle n'a pas argumenté. Tu as raison, a dit ma mère finalement, sa voix à peine audible. Je ne t'ai jamais vu clairement. J'étais tellement concentré sur Amandine, sur la vie que je voulais pour elle, que j'ai échoué en tant que mère envers toi. Je ne m'attendais pas à un aveu. Oui, tu as échoué. Je suis désolé, Chloé. Vraiment désolé. Je sais que ça ne répare rien, mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. À quel point nous t'avons maltraité. À quel point tout était injuste. Amandine a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis désolé aussi, pour tout. J'ai regardé les deux, ces femmes qui avaient façonné tant de ma douleur. Une partie de moi voulait rejeter leurs excuses, les faire souffrir comme elles m'avaient fait souffrir. Mais une autre partie, celle qui était fatiguée de porter toute cette colère, voulait essayer quelque chose de différent. Je ne suis pas prête à dire que tout est pardonné, ai-je dit prudemment. Mais je suis prête à travailler pour quelque chose de mieux. Si vous êtes réellement prête à changer. Nous le sommes, a dit Amandine. Je te le promets. Mon père s'est éclairci la gorge. Chloé, je te dois aussi des excuses. J'ai été absent quand tu avais besoin d'un père. J'ai laissé ta mère dicter le fonctionnement de notre famille et je ne t'ai pas protégé de son favoritisme.
C'était mal. Oui, ça l'était. J'ai croisé son regard. Mais comme je leur ai dit, je suis prête à essayer si tu es prêt à être différent. Il a hoché la tête, l'air plus vieux et plus incertain que je ne l'avais jamais vu. Bien. Alors mettons-nous au travail. J'ai sorti mon ordinateur portable. Je suis debout depuis 5 heures du matin à élaborer un plan. Patricia peut voir Amandine à 14 heures aujourd'hui. J'ai aussi contacté Lorraine, une journaliste de confiance qui travaille pour un grand média. Elle est intéressée par une interview exclusive avec Amandine, mais nous devons agir vite avant que quelqu'un d'autre n'obtienne l'histoire. Comment connais-tu tous ces gens, a demandé ma mère. J'ai construit ma propre vie pendant que vous ne faisiez pas attention. J'ai des relations, des compétences et des capacités que vous n'avez jamais pris la peine de demander. Au cours des heures suivantes, nous avons exécuté le plan. Amandine a rencontré Patricia, qui a immédiatement déposé les documents d'annulation et a commencé à rassembler des preuves. J'ai coaché Amandine sur ce qu'il fallait dire dans l'interview, l'aidant à trouver sa voix tout en gardant le message clair et sympathique. Ce soir-là, Lorraine est arrivée à la maison avec une petite équipe de tournage. Elle était professionnelle et gentille, mettant immédiatement Amandine à l'aise. L'interview a duré 1 heure, Amandine parlant honnêtement de la façon dont Antoine l'avait manipulée, comment le mariage à la mairie avait été présenté comme une spontanéité romantique plutôt que la tactique de contrôle qu'il était en réalité. Et comment elle était reconnaissante que la vérité ait éclaté avant qu'il ne soit trop tard. Je veux que d'autres femmes sachent que la violence ne ressemble pas toujours à ce que l'on pense, a dit Amandine à la caméra, les larmes coulant sur son visage. Parfois, c'est charmant et ça ressemble à de l'amour. Parfois, ça vient de familles riches et respectables, et parfois on ne le voit pas jusqu'à ce que quelque chose brise l'illusion. Quand ce fut terminé, Lorraine nous a remerciés et a promis que le reportage serait diffusé dans les 48 heures. Ça va être puissant, a-t-elle dit. Vous êtes très courageuse. Après son départ, Amandine s'est effondrée sur le canapé, émotionnellement épuisée. Je me suis assise à côté d'elle, et elle a posé sa tête sur mon épaule. Merci, a-t-elle chuchoté, d'être revenue, de m'avoir aidé. Je ne le mérite pas. Peut-être pas, ai-je convenu. Mais je ne fais pas ça que pour toi. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Et parce que peut-être, juste peut-être, nous pouvons devenir les sœurs que nous aurions dû être depuis le début. Elle a serré ma main, et pour la première fois depuis des années, le geste semblait sincère. L'interview a été diffusée 2 jours plus tard aux heures de grande écoute. Je l'ai regardée avec ma famille dans le salon. Tous tendus et silencieux. Amandine est apparue comme vulnérable mais forte, sympathique sans être faible. Les producteurs avaient fait un excellent travail de montage, incluant la vidéo virale du mariage aux côtés du témoignage d'Amandine, puis montrant les textos qu'Antoine avait envoyés et incluant des interviews de 2 des autres femmes qui s'étaient manifestées. La réponse a été immédiate et écrasante. En moins d'1 heure, les réseaux sociaux d'Amandine ont été inondés de messages de soutien. Le hashtag du scandale du mariage est passé de la moquerie au soutien. Des femmes ont partagé leurs propres histoires de manipulation et de violence. Le récit avait complètement basculé. Et puis les choses se sont encore améliorées. La famille d'Antoine a publié une déclaration par l'intermédiaire de son agent de presse le lendemain matin. Elle était soigneusement rédigée, clairement écrite par des avocats, mais le message était clair. Il coupait les ponts avec Antoine. Il reconnaissait qu'il avait de graves problèmes personnels qu'ils espéraient qu'il réglerait et qu'il soutenait la décision d'Amandine de mettre fin au mariage. Ils le sacrifiaient essentiellement pour protéger leur propre réputation. Ils protègent leur empire, a dit mon père, en lisant la déclaration sur son téléphone. Ils ne veulent pas être associés à ce désastre, ce qui signifie qu'ils ne contesteront pas l'annulation. Patricia a confirmé quand je l'ai appelé. J'ai déjà eu des nouvelles de leurs avocats. Ils sont prêts à régler rapidement et discrètement. Antoine n'obtiendra rien d'Amandine, et ils sont prêts à s'assurer qu'il ne conteste pas. Et Antoine lui-même, ai-je demandé. Il est devenu silencieux, a supprimé tous ses réseaux sociaux. Apparemment, il s'est enregistré dans une sorte de centre de bien-être en Arizona. Sa famille l'a essentiellement payé pour qu'il disparaisse pendant un certain temps. J'ai ressenti une vague de satisfaction. Antoine avait essayé de contrôler et d'intimider ma sœur, avait humilié ma mère en public, avait menacé ma famille, et maintenant c'était lui qui se cachait, déshonoré et abandonné même par sa propre famille.
Mais il y avait encore une chose que je devais faire. Cet après-midi-là, je me suis rendu à la chaîne de télévision locale où la vidéo du mariage était devenue virale. J'avais appelé à l'avance et arrangé une rencontre avec la directrice de la station, une femme nommée Hélène, qui avait été étonnamment réceptive à ma proposition. Donc, vous voulez faire un reportage de suivi, a-t-elle dit, se penchant en arrière dans son fauteuil de bureau. Sur vous, la sœur qui n'a pas été invitée. Pas seulement sur moi, sur la façon dont les familles peuvent être toxiques. Comment le favoritisme endommage les relations et comment parfois la personne que tout le monde néglige est celle qui finit par sauver tout le monde. Hélène a souri. J'aime ça. C'est un excellent angle. La fille oubliée qui revient pour sauver sa famille. Très convaincant. Et c'est vrai. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le SMS de ma mère. Celui me disant de ne pas venir au mariage parce que j'étais trop gauche. J'ai des preuves de tout. Je peux montrer comment cette famille fonctionnait, comment j'étais traité, et comment j'ai choisi de les aider malgré tout. Pourquoi faites-vous cela? S'ils vous ont si maltraité, pourquoi vous exposer de cette façon? Parce que j'en ai fini d'être invisible. J'en ai fini de laisser les autres écrire mon histoire. Et parce que peut-être, juste peut-être, une autre femme qui se sent invisible dans sa famille verra cela et réalisera qu'elle a de la valeur, elle aussi. Hélène m'a étudié un long moment. Vous savez, cela donnera une mauvaise image de votre famille. Votre mère en particulier. Ils se sont donné une mauvaise image eux-mêmes. Je ne fais que dire la vérité à ce sujet. Et honnêtement, ils ont accepté. Ils savent qu'ils doivent assumer leurs erreurs. Ce qui était vrai. J'en avais discuté avec mes parents et Amandine la veille au soir. Ma mère avait été réticente au début, inquiète pour sa réputation, mais mon père nous avait tous surpris. Laisse-la faire, avait-il dit fermement. Nous méritons de rendre des comptes, et Chloé mérite d'être vue. Donc, j'étais là, acceptant une interview qui serait diffusée dans 3 jours, juste après une autre mise à jour sur l'histoire d'Amandine. La fille oubliée et l'enfant en or, racontant toutes de leur vérité. L'interview elle-même a été cathartique. J'ai parlé honnêtement de grandir dans l'ombre d'Amandine, du sentiment constant de ne pas être assez bien, d'être désinvité du mariage. J'ai montré les SMS. J'ai expliqué comment j'étais parti à Paris pour m'échapper, seulement pour voir la journée parfaite de ma famille imploser depuis l'autre côté de l'océan. Mais vous êtes revenu, a dit l'intervieweur, même après tout ce qu'ils vous ont fait subir, vous êtes revenu pour aider. Je suis revenu parce que ma sœur avait peur et m'a demandé de l'aide. Et parce que malgré tout, ils sont toujours ma famille. Mais je suis revenu à mes propres conditions cette fois. Pas en tant que la fille oubliable, mais en tant qu'adulte capable qui mérite le respect. Et les choses ont-elles changé? Elles changent. Ma mère est en thérapie. Mon père fait un effort pour être présent. Amandine et moi reconstruisons notre relation. Ce n'est pas parfait et ça ne se réparera pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois de ma vie, je me sens vu par eux. Que diriez-vous aux autres femmes qui se sentent invisibles dans leur famille? J'ai regardé directement la caméra. Vous n'êtes pas le problème. Votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Et parfois, la meilleure vengeance est de ne plus les laisser vous rabaisser. Levez-vous. Parlez. Prenez votre place. Vous méritez d'être là. Lorsque l'interview a été diffusée, mon téléphone a explosé de messages. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté. Des collègues m'ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais traversé. Des inconnus m'ont envoyé des messages me remerciant pour mon honnêteté. Mais le message qui comptait le plus venait de Zoé. Je suis si fier de toi. Tu es une guerrière. J'ai souri et répondu par texto. Il m'a juste fallu un certain temps pour le réaliser. Ce soir-là, ma famille s'est réunie pour dîner au restaurant. Notre première sortie publique depuis le scandale. Les gens nous ont reconnus, mais au lieu de jugement, ils nous ont offert leur soutien. Plusieurs femmes se sont approchées pour remercier Amandine et moi d'avoir parlé. Alors que nous étions assis à notre table, ma mère a levé son verre. À Chloé, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Pour nous avoir sauvés alors que nous ne le méritions pas. À Chloé, ont répété les autres. J'ai levé mon propre verre, croisant le regard de chacun d'eux. Aux secondes chances, et à faire mieux. Nous avons trinqué.
Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment à ma place à cette table. 3 mois plus tard, je me tenais à l'entrée d'une petite salle de réunion au centre-ville de Lyon, regardant une douzaine de femmes trouver leur place autour de la table. C'était la 3e réunion du groupe de soutien que j'avais créé, un espace pour les femmes confrontées au rejet familial, au favoritisme et à la douleur unique de se sentir invisibles aux yeux des personnes qui devraient les aimer le plus. Merci à toutes d'être venues, ai-je dit, prenant ma place en bout de table. Faisons un tour de table et partageons comment s'est passé cette semaine. Les réponses variaient. Certaines femmes progressaient avec leur famille. D'autres avaient décidé de prendre du recul et de créer de la distance. Une femme a partagé qu'elle avait confronté ses parents au sujet des années de favoritisme envers son frère. Et bien que cela ait été douloureux, elle s'est sentie plus légère après. C'est comme si je m'étais enfin donné la permission de reconnaître la blessure, a-t-elle dit. Et cette reconnaissance était une forme de guérison en soi. J'ai hoché la tête, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. Ma propre guérison avait été un processus, pas un seul moment. Les mois depuis le mariage avaient été remplis de conversations difficiles, de séances de thérapie et d'honnêteté douloureuse. Mais lentement, progressivement, ma famille changeait. Ma mère s'était engagée dans une thérapie hebdomadaire et s'était excusée auprès de moi plusieurs fois, pas seulement une fois dans un moment de crise. Elle apprenait à examiner ses propres comportements, à comprendre comment son obsession du statut et des apparences avait nui à ses filles. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Mon père avait commencé à prendre un café hebdomadaire avec moi, juste nous deux, où il me posait réellement des questions sur ma vie et écoutait mes réponses. Il était maladroit au début, peu habitué à une véritable connexion avec moi, mais il essayait. Cet effort comptait. Amandine et moi reconstruisions lentement notre relation. Elle avait aussi commencé une thérapie, travaillant sur sa propre complicité dans la dynamique familiale et son schéma de se définir par l'attention masculine. Nous parlions au téléphone plusieurs fois par semaine maintenant, de vraies conversations sur de vraies choses, pas les échanges superficiels que nous avions avant. L'annulation avait été finalisée sans aucune contestation d'Antoine ou de sa famille. Amandine avait emménagé dans son propre appartement, un endroit modeste qu'elle pouvait se permettre seule, et retournait à l'école pour terminer le diplôme qu'elle avait abandonné lorsqu'elle avait commencé à se concentrer sur la recherche d'un mari riche. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être ce que maman voulait que j'ai oublié de découvrir ce que je voulais, m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels téléphoniques. J'ai 25 ans, et je me demande seulement maintenant ce que j'aime vraiment faire. Mieux vaut tard que jamais, ai-je dit. Quant à Antoine, il s'était discrètement retiré dans l'obscurité. Le séjour au centre de bien-être s'était transformé en un séjour plus long, et des rumeurs suggéraient que sa famille l'avait essentiellement payé pour qu'il reste à l'écart et fasse profil bas. Ses réseaux sociaux restaient supprimés. Les rares personnes qui prétendaient l'avoir vu disaient qu'il avait l'air diminué, brisé même. Je n'ai pas gaspillé d'énergie à le plaindre. Il avait fait ses choix, et maintenant il vivait avec les conséquences. Mon énergie était mieux utilisée à construire quelque chose de positif. Le groupe de soutien était passé de mon idée initiale à quelque chose de réel et de significatif. Nous nous réunissions 2 fois par mois et les femmes continuaient de nous trouver par le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. Certaines venaient à quelques réunions et passaient à autre chose. D'autres devenaient des habitués, nouant des amitiés et se soutenant mutuellement dans leurs difficultés familiales. J'avais également commencé à prendre la parole lors d'événements, partageant mon histoire lors de conférences sur la dynamique familiale et l'autonomisation des femmes. La femme gauche et anxieuse à qui on avait dit qu'elle embarrasserait sa famille se tenait maintenant sur des scènes pour parler à des centaines de personnes et être applaudie pour cela. L'ironie ne m'échappait pas. Après la fin de la réunion du groupe de soutien, je me suis rendu chez mes parents pour notre dîner dominical désormais régulier. Ces rassemblements étaient différents des repas tendus et silencieux de mon enfance. Maintenant, nous parlions vraiment, rions parfois, et gérions les conflits directement au lieu de les laisser s'envenimer. Comment s'est passée la réunion, a demandé Amandine quand je suis arrivé. Elle venait directement de son travail à la librairie où elle travaillait à temps partiel tout en allant à l'école. Bien. 2 nouvelles femmes nous ont rejointes aujourd'hui. C'est merveilleux. Ma mère mettait la table, et elle m'a regardé avec une fierté sincère. Tu as construit quelque chose de vraiment spécial, Chloé. Merci, maman. Nous nous sommes assis pour dîner et mon père m'a posé des questions sur mon travail à la compagnie d'assurance. Je leur ai parlé d'une promotion qu'on m'avait offerte,
un poste de direction qui me donnerait plus de responsabilités et une augmentation de salaire significative. Je suis fier de toi, ma grande, a dit mon père. Tu as géré tout ce qui s'est passé cette année avec une grâce et une force remarquables. J'ai appris que je suis plus forte que je ne le pensais, ai-je répondu. Il s'avère que d'être sous-estimé toute sa vie apprend la résilience. Ma mère a légèrement tressailli aux commentaires, mais elle n'a pas dévié ni trouvé d'excuses. Nous t'avons donné toutes les raisons de nous tourner le dos complètement, a-t-elle dit. Le fait que tu ne l'aies pas fait, que tu nous aies donné une chance de faire mieux, c'est plus que ce que nous méritions. Tu as raison, ai-je convenu. Mais les gens sont plus que leur pire moment. Nous essayons tous d'être meilleurs. C'est ce qui compte maintenant. Après le dîner, Amandine et moi nous sommes assises sur la terrasse arrière, buvant du thé et regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de rose. Nous sommes restés silencieux un moment, à l'aise en présence l'une de l'autre d'une manière que nous n'avions jamais connue auparavant. Penses-tu que tu nous pardonneras un jour complètement, a demandé doucement Amandine. J'ai réfléchi à la question. Je pense que le pardon est un processus, pas une destination. J'y travaille. Certains jours sont plus faciles que d'autres. C'est juste. Elle a fait une pause. Je travaille aussi à me pardonner à moi-même. Pour avoir été si superficielle, si complice de la façon dont tu as été traitée. Nous étions toutes les deux les produits de notre éducation. Tu as été récompensée pour certains comportements. Et j'ai été punie pour être moi-même. Nous désapprenons toutes les deux ces schémas maintenant. Quand es-tu devenue si sage? J'ai ri. Quand j'étais assise seule à Paris, regardant la journée parfaite de ma famille s'effondrer et réalisant que j'avais un choix. Je pouvais rester amère et laisser la douleur me définir, ou je pouvais l'utiliser pour devenir quelqu'un de plus fort. J'ai choisi la deuxième option. Je suis contente que tu l'aies fait. Je suis contente que tu sois revenue. Moi aussi. Nous sommes restés assises dans un silence complice alors que les étoiles commençaient à apparaître. Mon téléphone a vibré avec un message de Zoé me demandant si je voulais prendre un brunch le week-end prochain. J'ai souri et répondu oui, reconnaissante pour l'ami qui avait été là pour moi quand ma famille ne l'était pas. En rentrant chez moi plus tard dans la nuit, j'ai pensé au chemin que j'avais parcouru. De la fille oubliée à la femme qui a sauvé sa famille de ses propres erreurs. D'invisible à indéniable. De la fuite à la prise de position. Le mariage auquel je n'étais pas invité était devenu le catalyseur de tout ce qui a suivi. La vidéo virale, l'humiliation publique, la révélation de la vraie nature d'Antoine. Tout cela avait fait voler en éclats la façade parfaite que ma famille avait maintenue si longtemps. Et dans les décombres, nous avions trouvé une chance de construire quelque chose de plus honnête. Antoine a subi les conséquences de ses actes de manière à la fois publique et privée. La déclaration de sa famille avait définitivement nui à sa réputation dans leurs cercles sociaux. Les autres femmes qui s'étaient manifestées avaient donné des interviews qui brossaient un tableau clair de son comportement abusif. Il a perdu son poste dans l'entreprise familiale, l'accès à leur richesse, et est devenu un exemple à ne pas suivre sur les hommes privilégiés qui pensent que le charme et l'argent excusent la cruauté. Son nom était à jamais lié à ce moment où il a craché sur ma mère, une tache permanente sur son caractère qu'aucun séjour en centre de bien-être ne pourrait effacer. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait dans un petit appartement en Arizona, occupant un emploi régulier pour la première fois de sa vie, humilié et seul, exactement ce qu'il méritait. Ma mère, elle aussi, avait fait face à sa propre remise en question. Ses réseaux sociaux avaient été inondés de critiques après la diffusion de mon interview, la forçant à affronter l'image que son comportement renvoyait aux autres. Plusieurs de ses amis avaient pris leur distance, mal à l'aise avec la vérité qui avait été exposée. Elle avait pleuré de nombreuses nuits, pleurant la réputation qu'elle avait mis des décennies à construire. Mais en perdant cette fausse image, elle avait gagné quelque chose de plus précieux. De vraies relations avec ses filles, construites sur l'honnêteté plutôt que sur la prétention. Elle apprenait encore, trébuchait encore parfois, mais elle essayait sincèrement d'être une meilleure personne et une meilleure mère. Quant à moi, j'avais appris que la vengeance n'a pas besoin d'être synonyme de destruction. Parfois, la meilleure vengeance est de refuser de laisser la mauvaise opinion de quelqu'un devenir votre réalité. Parfois, c'est de prendre la douleur qu'ils ont causée et de la transformer en un but. Parfois, c'est de se lever et de dire « je méritais mieux et je vais l'exiger à partir de maintenant ». J'avais passé 27 ans à essayer de me faire plus petite pour m'intégrer au récit de ma famille. Maintenant,
j'en avais fini de me rétrécir. J'en avais fini de m'excuser de prendre de la place. J'en avais fini d'être la fille oubliable. J'étais Chloé. Et j'étais enfin pleinement visible. Et c'était la plus douce des victoires.